Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Que dire alors de ces autres rongeurs qui, dans l'eau des ruisseaux, ont fondé leur demeure? Après tout, contrairement aux souris du dicton, ces cousins aquatiques droit venus d'Amérique ne subissent par chez nous, nous dit-on, que de rares et uniques prédations. Mais qui pourra donc dissuader ragondins et rats musqués de danser? Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui donne leur part d'honneur à certains de nos envahisseurs. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Fredonnons la nature. Partout les pucerons, j'ai des horreurs. Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler des rongeurs aquatiques envahissants, bestioles très invasives aux enjeux à la fois sanitaires et environnementaux. Pour cela, nous sommes en compagnie de Margot de Gézel. Margot de Gézel, je travaille à Fredon Hauts-de-France. Je suis à mon poste de responsable d'activité en préservation du patrimoine naturel depuis août 2020. Et donc dans le cadre de ces activités-là, je travaille à la fois sur tout ce qui est en lien avec les espaces verts, donc gestion des espaces verts, et sur les espèces à enjeu pour la santé humaine et espèces exotiques envahissantes. Parmi les espèces exotiques envahissantes sur lesquelles Margot travaille, il y a les rongeurs aquatiques envahissants. Généralement, on place derrière ce terme deux espèces, soit les ragondins, Myocastor coypus, et les rats musqués, Ondatra zibeticus. Mais alors comment les différencier ? Déjà, concernant le rat musqué, c'est une espèce qui est plus petite que le ragondin. Il fait entre 0,7 et 1,8 kg à peu près. Il va mesurer 30 cm sans la queue. La queue, elle peut mesurer jusqu'à 30 cm également. Sa couleur, elle est plutôt châtain et il peut y avoir du brun grisâtre au niveau du ventre. Ce qui le caractérise aussi par rapport au ragondin, c'est qu'il a une queue comprimée latéralement et presque glabre. Il a une silhouette plutôt ronde avec des oreilles qui sont à peine visibles et des vibrisses noires. Donc on voit à peine ces vibrisses. A noter que vibrisses est le terme scientifique pour désigner ce que l'on appelle communément la moustache. Sauf que, contrairement à la touffe de poils se trouvant sur nos lèvres supérieures, les vibrisses que l'on trouve aussi chez les chats ou les phoques ont un véritable rôle sensoriel. L'homme n'y est d'ailleurs pas tout à fait étranger puisqu'il en possède aussi. C'est en effet par ce terme que l'on désigne nos poils de nez. Concernant la description du ragondin, donc comme je le disais, le ragondin il est plus gros donc à l'âge adulte que le rat musqué. Il peut faire jusqu'à 7 kg. Il mesure 60 cm sans la queue et avec la queue il peut atteindre les 1 mètre. Il est plutôt brun à jaune-brun mais voilà, les couleurs se ressemblent globalement entre les deux. Et on distingue bien la tête du corps contrairement au rat musqué où le rat musqué ça fait vraiment une petite boule. Il a des oreilles qui sont visibles et des vibrisses qui sont blanches donc on voit également. Et sa queue donc comme je disais est cylindrique. Leur classement en tant qu'espèces exotiques envahissantes nous indique que ces deux espèces ne sont pas originaires de nos contrées. Le rat musqué, il est plutôt originaire d'Amérique du Nord et le ragondin d'Amérique du Sud. Et ils ont été introduits en France, notamment pour l'exploitation de leur fourrure. Dans les années, alors pour le rat musqué, ça va être dans les années 20 et pour le ragondin, dans les années 1880. Il y a eu à la fois des échappées d'élevage, donc indirectes, et puis quand les élevages ils ont fermé, certains élevages ont relâché les animaux dans la nature. Voilà. Et ils se sont très bien acclimatés. De par leur capacité d'adaptation et l'absence de leurs prédateurs naturels, ces rongeurs aquatiques ont pu se multiplier. Ils sont maintenant présents dans l'ensemble des régions métropolitaines, excepté en Corse. Concernant les habitats, ils ont des habitats qui peuvent être un peu similaires, le ragondin et le rat musqué. Donc le rat musqué va aimer les berges des cours d'eau lents, donc ruisseaux, rivières, canaux. Donc on va rarement le retrouver dans des fleuves par exemple. Et puis là où il y a de l'eau, donc des pièces d'eau, donc étangs, mares. Et on le retrouve aussi beaucoup en fait dans les fossés par exemple qui sont en eau. Et le ragondin, c'est assez similaire, hein. Il aime aussi les cours d'eau lents, donc rivières, canaux, les étangs, les marais, les réseaux de petites mares. Ce qui peut les distinguer, c'est que le ragondin a un domaine de vie là où il va vivre qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que le rat musqué, puisque le rat musqué va être plutôt dans un diamètre de 100 mètres autour d'une mare par exemple, alors que le ragondin ça peut aller de 3 à 6 hectares. Et il faut savoir que du coup c'est des espèces qui vivent dans des terriers, ou des huttes qui vont faire dans les berges des cours d'eau et donc qui seront des diamètres plus ou moins importants en fonction de la taille de l'animal et en fonction du substrat dans lequel ils vont creuser.
L'inquiétante multiplication de ces espèces dans nos cours d'eau s'explique aussi par leur forte capacité de prolifération. Dans leur habitat naturel, les ragondins atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 6 mois. Les reproductions ont lieu toute l'année pour un total de 2 à 3 portées, de 5 à 7 petits par an. Pour le rat musqué, la maturation sexuelle s'acquiert dès l'âge d'1 an. Du printemps au début de l'été, les femelles ont 2 à 3 portées, de 6 à 7 petits. Bref, ces espèces prolifèrent à vitesse grand V. C'est pour le moins préoccupant en raison des différents enjeux qui sont associés à leur présence, à commencer par la santé humaine. Concernant la santé humaine, que ce soit le rat musqué ou le ragondin, on va avoir le même enjeu. Donc ce sont des rongeurs et comme la plupart des rongeurs, ils sont porteurs sains de maladies contagieuses pour l'homme, qui sont aussi des maladies qui sont contagieuses pour le bétail et les animaux domestiques. Donc par exemple, on a la leptospirose, qui est une maladie à répartition mondiale, qui peut être bénigne dans certains cas, mais qui peut entraîner des complications très importantes avec des insuffisances rénales et des problèmes jusqu'à la mort en fait, si c'est pas pris à temps et si on est plus sensible que d'autres, on n'a pas tous le même système immunitaire. Et donc cette maladie-là, ils la transmettent via leurs urines, donc ça passe par les muqueuses de l'homme. Donc par exemple un lac qui est envahi par des ragondins et où il y a des activités nautiques dedans, ça peut avoir un risque important pour la santé humaine, mais pas que, ça peut être aussi des agriculteurs qui sont dans des zones humides, des maraîchers, des égoutiers, c'est toute personne qui peut être dans des milieux où on trouve des rongeurs et notamment les rongeurs aquatiques envahissants. En France, depuis 2014, il y a près de 600 cas humains de formes graves de leptospirose qui sont recensés tous les ans. Et 70% des cas de leptospirose sont dus à l'utilisation de zones humides par le biais de loisirs aquatiques, donc par exemple sport nautique ou pêche. Outre l'aspect sanitaire, la prolifération de ces rongeurs aquatiques a aussi un impact sur les écosystèmes. Donc au niveau de l'environnement, il y a deux choses. Déjà, ils ont un régime alimentaire herbivore, donc ils vont consommer énormément et en abondance des espèces de flore locale. Alors ça va pas forcément avoir d'impact si ça reste des espèces qui sont également présentes en grande quantité, mais ça peut devenir problématique quand ils consomment des espèces protégées ou des espèces patrimoniales. Donc par exemple le roseau commun ou ce genre de choses où ça peut complètement déstabiliser l'écosystème puisque c'est une espèce qui est primordial pour le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Ils peuvent également s'attaquer à la faune aquatique. Il y a eu des cas, par exemple, que le rat musqué avait mangé de l'onodonte, qui est une espèce de moule, et ça déséquilibre l'écologie de l'endroit où il a fait cette prédation, puisque l'onodonte fait partie du cycle de reproduction de la bouvière, qui est un petit poisson d'eau douce, qui est une espèce considérée comme menacée à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. Ensuite, sans études scientifiques, il y a des piégeurs sur le terrain qui ont signalé que quand il y avait lutte contre le rat musqué et le ragondin, surtout le ragondin en Pays de Loire, ils voyaient que le campagnol amphibie revenait. C'est une espèce indigène qui est souvent menacée. Donc il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais c'est une observation de terrain qui est, je pense, à regarder de plus près. À cause des terriers qu'ils creusent le long des cours d'eau, les ragondins et rats musqués augmentent les risques d'inondation, mais aussi d'effondrement des berges et des infrastructures hydrauliques. Leur impact économique ne s'arrête d'ailleurs pas là. Ce sont des espèces qui, en période où la végétation est moins importante sur les bords de cours d'eau, etc., ou quand la population de rats musqués ou de ragondins est très importante, peuvent s'attaquer aux cultures, donc surtout en hiver et en début de printemps. Donc le rat musqué, par exemple, en milieu maraîcher, ça peut être une vraie catastrophe. Il peut également s'attaquer à des céréales. Et pareil pour le ragondin. Le ragondin, il peut même manger des pommes. Il faut savoir que tous les jours, il consomme 25 à 41% de son poids, ce qui représente environ 1,9 kg de plantes ingérées par jour pour un animal de 6,4 kg. Donc c'est très important. Il y a une étude en 2016 de Forestier qui a estimé que chaque ragondin consomme environ 30 € de culture par an, ce qui correspond à 0,12 hectares de prairies. Au niveau de la réglementation, ces espèces sont d'abord classées en tant qu'espèces exotiques envahissantes dans le Code de l'environnement. Il est ainsi interdit d'en posséder, de les vendre, de participer à leur prolifération ou à leur transport. Il est aussi précisé dans le Code rural que tous les moyens de lutte doivent être mis en œuvre afin de limiter leur population. Les méthodes de lutte sont toutefois limitées puisqu'elles reposent essentiellement sur le piégeage et la chasse. Aujourd'hui, l'éradication est exclue et l'on souhaite surtout limiter leur impact sanitaire, environnementaux et agricoles.
En Hauts-de-France, on a eu plusieurs réunions avec plusieurs gestionnaires, et notamment les gestionnaires d'un site touristique où il y a un lac, où ils ont des problèmes de ragondins. Donc c'est pas forcément rat musqué, mais surtout ragondins. Et donc ils nous ont raconté que les touristes, ils appréciaient beaucoup le ragondin parce que souvent il était confondu avec le castor. Et à 2 pas du lac, il y a une boulangerie. Et donc les touristes vont chercher du pain et nourrissent les ragondins. Donc les populations de ragondins se portent super bien. Je pense même qu'il y a certains animaux qui sont obèses, hein. Et donc la population se développe à fond, et les autres animaux en profitent aussi, sauf que le pain, c'est pas du tout dans le régime alimentaire des animaux, hein. Donc ça peut les rendre malades et dépendants de l'homme. Et puis le site, il y a des activités nautiques, de la baignade, et ils ont été confrontés à de grosses problématiques sanitaires liées à la qualité de l'eau. Et en fait, après plusieurs études, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de pain dans le fond du lac, parce qu'en fait les personnes donnaient tellement de pain que les animaux ne mangeaient pas tout, même les ragondins, et ils ont repêché 3 à 4 tonnes de pain dans le fond du lac. Et le pain, c'était la cause de la mauvaise qualité de l'eau, du développement des bactéries dans l'eau. Une belle manière de vous rappeler qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages et que jeter du pain dans les cours d'eau est une fausse bonne idée. Il est maintenant temps de conclure cet épisode. Lorsque l'on parle de rongeurs aquatiques envahissants, on désigne 2 espèces, les ragondins et les rats musqués. Originaires d'Amérique, ils prolifèrent rapidement sur nos territoires, ce qui induit différentes problématiques. D'une part, un impact environnemental et agricole lié à leur alimentation, et d'autre part, un impact sanitaire à cause des maladies qu'ils peuvent transmettre à l'homme via leurs urines. À cause de leur forte capacité d'adaptation et de leur système de reproduction, la lutte est difficile et il est aujourd'hui exclu de les éradiquer. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les rongeurs aquatiques envahissants sur le site internet de Fredon Hauts-de-France, fredon.fr/Hauts-de-France, sur le site de l'Observatoire des espèces en jeu pour la santé humaine ou sur celui du Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes. Un grand merci à Margot de Gisèle pour sa participation au podcast et à l'équipe de Fredon France pour leur relecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et crédits musicaux dans la description de l'épisode, mais aussi des photos, des graphiques, des articles, sur le compte Twitter X de l'émission, @podcast-fredon, ou sur celui de l'Observatoire des espèces en jeu pour la santé humaine. Et moi je vous dis à la prochaine.